Très bien. Donc, rebonjour tout le monde et merci d'être parmi nous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc, ce webinaire est organisé conjointement avec l'association Living Planet Morocco et se fait dans le cadre de l'implémentation, de la mise en place et de l'implémentation du Fonds de l'eau pour le Cébou. Donc, c'est un deuxième webinaire d'une série de trois. Le premier a eu lieu il y a quelques semaines. J'ai mis le lien dans le chat si vous voulez télécharger le contenu du premier webinaire qui portait sur les liens entre la gestion de l'eau, les politiques de gestion de l'eau dans le bassin méditerranéen, dans les différents pays du bassin méditerranéen et l'impact sur les zones humides méditerranéennes. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur un pays méditerranéen en particulier, sur le Maroc, et on va parler plus de la mutualisation des connaissances. Donc, quelles sont les connaissances nécessaires pour une meilleure gestion des ressources en eau, en lien aussi avec la préservation des ressources naturelles, notamment les habitats naturels, les écosystèmes naturels. Et on a le plaisir, justement, aujourd'hui, d'accueillir comme intervenant M. Éric Minot, directeur de l'unité technique du CEMID, le système euro-méditerranéen d'information sur le savoir-faire dans le domaine de l'eau, et M. Aissam Rerari, pardon, chef de division gestion de l'eau et des phénomènes extrêmes à la direction générale de l'hydraulique dans le ministère, au sein du ministère de l'équipement et de l'eau. Donc, la, la, la session durera environ 1 heure. On aura l'occasion d'échanger à la fin des présentations. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant les interventions, de les écrire sur le chat. Donc, vous avez tout en bas du Zoom, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos réponses et on essaiera d'y répondre, vos questions, pardon, on essaiera d'y répondre à la fin des présentations. Donc, je pense avoir tout dit pour le lancement. Donc, je cède la parole à Eric pour commencer avec la première présentation. À toi, Eric. Parfait. Merci Anis pour l'introduction. Donc, je vais partager mon écran, passer en mode présentation. Donc, vous devez tous le voir. Donc, de mon côté, je vais vous donner le cadre de ces aspects de mutualisation de connaissances pour la gestion des ressources en eau. Donc, on va partir d'une vision régionale au niveau méditerranéen et se focaliser tout doucement sur le Maroc. Et ensuite, ESAM, qui est de la direction générale de l'hydraulique au sein du ministère, donnera plus de détails encore sur les travaux et les actions qui sont menées en matière d'information sur l'eau au Maroc. Donc, tout d'abord, dans quel cadre on a été amené à s'intéresser à cette question de système d'information? Bon, bien entendu, le CEMID, c'est un système d'information qui travaille avec l'ensemble des pays au niveau institutionnel sur la gestion des ressources en eau douce. Et dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, il y a toujours eu un besoin en données et en indicateurs qui soient comparables entre les pays. Donc, c'est la raison pour laquelle on travaille à l'échelle de la région méditerranéenne. Ça a été formulé par des ministres. Et donc, on s'est dit, on a besoin de ces indicateurs. En même temps, il existe beaucoup de processus qui collectent des données en Méditerranée, que ce soit les Nations Unies, l'Union européenne maintenant aussi beaucoup, la Banque mondiale. Donc, différents processus qui ont besoin de données. Par contre, les pays ne sont pas forcément assistés pour fournir ces données. Donc, l'idée de cette plateforme, c'est d'assister chaque pays, avoir une approche qui soit commune sur la mise en œuvre de systèmes d'information sur l'eau et donc la mutualisation en quelque sorte de moyens et d'approches. Et l'objectif que l'on recherche, c'est améliorer la gestion intégrée des ressources en eau, notamment le processus de planification et ensuite de mise en œuvre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une meilleure connaissance au service de la gestion intégrée des ressources en eau? C'est d'abord organiser le partage dans chaque pays. Donc, c'est un peu ce dont il s'agit aujourd'hui. Organiser ces échanges entre les acteurs,
collecteurs ou ceux qui produisent ou qui bancarisent la donnée, et ensuite ceux qui en ont besoin. Et donc, ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant, c'est renforcer les capacités pour faire le suivi, donc tout ce qui est monitoring, relevé de terrain, l'évaluation et la planification. Donc, sur le côté droit, vous voyez un peu le cycle, hein, le cycle de planification, enfin, et l'adage qui dit que pour bien gérer, on est obligé d'avoir un certain nombre de connaissances. Et donc, en règle générale, les plans de gestion, donc, qui existent au Maroc au niveau des ABH, passent par ces étapes-là, hein, de la caractérisation, parfois bien souvent de la modélisation aussi, quand il nous manque des données où on doit faire des prédictions, parce qu'on ne peut pas tout mesurer, donc on a besoin de modélisation. Et ensuite, on définit des priorités, de la planification avec des plans d'action, hein, et ensuite, on fait de la mise en œuvre et on surveille, hein, donc on fait du monitoring, on évalue nos résultats et on repart sur ces cycles-là. Et ce que vous voyez au-dessus, c'est le fait qu'on doit aussi prendre en compte les effets du changement climatique, donc les projections qui ont un impact sur ce cycle. Donc, un certain nombre d'activités régionales, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces aspects-là. Des échanges d'expériences, l'usage de données satellites ou d'autres systèmes des Nations Unies comme la comptabilité environnementale de l'eau, des analyses des cadres légaux, des catalogues, un certain nombre d'outils qui ont été mis en œuvre. Donc, comme vous voyez, avec beaucoup d'appui de l'Union européenne, de l'Agence européenne de l'environnement, l'Union pour la Méditerranée ou le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, euh, en planification, on cherche à avoir une approche qui soit participative et comme vous voyez, il y a plusieurs cercles et à la base de cette approche participative, on a toujours la diffusion d'informations, donc cette connaissance, la génération de connaissances qui peut être purement à des fins de consultation. Donc, on diffuse de l'information et on recueille parfois des retours sous forme d'enquête. Et on peut aussi aller plus loin. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion participative, où sur cette base de consultation, bien ensuite, on va essayer d'avoir les parties prenantes qui s'engagent aussi dans la décision sous forme de groupe de travail ou de table ronde. Et donc, si on regarde le cycle de vie des données, hein, donc on a besoin aussi d'un aspect de gouvernance. Et donc, on part de la collecte, donc là où on la produit, la donnée. Ensuite, on va chercher à avoir une approche qui soit intégrée sur la gestion, comment on partage. Donc, on a différents acteurs dans la collecte. Ils vont bancariser, mettre dans des bases de données ces éléments-là. Il faut que ces données soient comparables et compatibles pour qu'ensuite on puisse faire des traitements et des valorisations, donc sous forme de graphes, des indicateurs, des cartes. Et ensuite, on en vient à sa diffusion sous forme d'informations, de connaissances, qui peuvent être aussi des rapports. Et donc, ce cycle est très important dans la mutualisation un peu des connaissances. Alors, sous une forme un peu plus technique, on a l'habitude de présenter ça de cette manière-là. Donc, on a cette phase de collecte, traitement et contrôle. Donc, on doit avoir un premier contrôle de la validité des données quand on la collecte, hein, des standards qu'on retrouve souvent sur les analyses de qualité de l'eau ou pour les gens qui font de l'hydrologie aussi, hein. Il y a des standards à respecter. Ensuite, on va la bancariser, donc la mettre dans des bases de données. À ce moment-là, on fait encore des vérifications. Donc là, il est important d'avoir des structures qui soient compatibles. Et on a des bases de données, et vous le verrez, c'est un peu le cas au Maroc et c'est le cas dans la plupart des pays. On a des bases de données qui sont thématiques en règle générale, donc sur les pollutions, sur la qualité des ressources en eau, sur l'assainissement, sur les barrages. Ça peut être des données qui sont un peu moins factuelles sur la documentation. Et pour lier tout ça, on a besoin de ce qu'on appelle des référentiels, donc des bases de données qui sont utilisées par tous les autres. Le découpage administratif, le réseau hydrologique, les classifications industrielles, les points d'eau, les réseaux de surveillance, hein. Et on définit des règles de gestion, des accords en fait pour échanger entre les différents acteurs. Et à partir de ces bases de données-là, quand elles sont
compatibles, hein, donc interopérables, on peut ensuite créer des produits de valorisation et diffuser, hein, donc mettre à disposition de différents acteurs du secteur public, institutionnel ou non, enfin, à travers des services. Bon, là, vous en voyez quelques-uns, donc ça peut être de l'accès direct ou des produits finalisés. Donc, pour être un peu plus concret sur ce dont on parle, hein, sur les différentes thématiques et les sources de données qui peuvent être associées, on a d'une part tout ce qui est lié à la ressource. Hein. Donc, la ressource, on parle de pluviométrie, on parle des eaux de surface, des eaux souterraines, on a aussi tout ce qui est eau marine et eau de transition, hein, donc sur le côtier, là où l'eau douce rencontre l'eau de mer. Et ensuite, on a un suivi. Donc ça, c'est caractériser la ressource. Hein, donc, la connaître, savoir où elle est, hein, avoir des bons référentiels. Et ensuite, des suivis sur les quantités et les qualités. Donc, on a des mesures hydrologiques. On peut avoir des analyses, hein, sur la qualité de l'eau, hein, qui sont faites en laboratoire, de l'observation sur tout ce qui est biologie, biodiversité. Et on peut avoir aussi des éléments qui sont fournis par, ici on voit de la donnée satellite, ou ici on a un bateau, mais ça veut dire que c'est du monitoring sur le terrain. Hein. Ça peut être ce n'est pas forcément le cas beaucoup au Maroc, mais sur des voies navigables, on peut avoir des bateaux qui vont aller faire des prélèvements. Et un point qui est non négligeable aussi, hein, c'est les différents types d'usages et les infrastructures qui peuvent exister. Hein. Donc, on parle souvent de barrages, hein, ou d'assainissement, et ensuite tout ce qui est prélèvement pour l'agriculture, l'eau potable, l'hydroélectricité, l'industrie, sans oublier aussi le milieu. Hein. Donc, toujours garder l'usage pour l'environnement naturel. Et ensuite, on a d'autres éléments. Donc, comme on essaie d'avoir une approche qui soit intégrée, on, est- on doit prendre en compte aussi d'autres éléments, donc d'autres types de données, d'autres types de connaissances qui sont nécessaires. Euh, un, sur les caractéristiques physiques, hein, donc des modèles numériques de terrain, mais aussi sur les types de sol, sur les risques que l'on peut avoir. Hein. Donc, quand on évalue les risques, on connaît bien les risques sécheresse et inondation, enfin, au niveau de l'hydrologie, mais il faut qu'on puisse évaluer derrière les aspects économiques qu'on a, donc l'activité qui peut être impactée. Donc, ça, c'est des données qui nous viennent de l'extérieur, les aspects qui sont liés à la santé aussi, ou des critères socio-économiques. Donc, on doit pouvoir croiser beaucoup de données, de beaucoup de secteurs différents. Donc maintenant, si on se focalise un peu plus sur le Maroc, donc le Maroc s'est engagé, comme vous l'avez vu au début, c'est un des 4 pays qui s'est engagé dès le début, donc euh, dès le début des années 2010, dans cette idée de plateforme, et qui voulait vraiment avoir une approche un peu pionnière, hein, d'aller vers la mise en place d'un système d'information national sur l'eau. Et donc, qui a conduit sur fonds propres, hein, des études, une étude de définition en 2015 au niveau institutionnel sur ce que pouvait être un système partagé d'informations sur l'eau au Maroc. Ça s'est concrétisé au niveau légal par la loi sur l'eau 3615, où le système d'information sur l'eau est mentionné dans la loi, dans un article de la loi. Hein. Alors, c'est mentionné comme un système national intégré d'information sur l'eau. La loi précise qu'il est établi sur les bases de systèmes d'information établis au niveau des bassins hydrauliques, hein, donc des ABH, et qui doit assurer la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, à la suite de ça, et Sam reviendra dessus, il y a eu des premiers éléments de mise en œuvre d'un système d'information sur l'eau, notamment avec des conventions sur le partage d'informations entre les partenaires nationaux et un développement d'un système. Et il y a eu un groupe de travail qui a été lancé au niveau national dans le cadre d'un jumelage sur la gestion intégrée des ressources en eau, dont le pilote avait été mis en œuvre sur le bassin du Sébou.
Alors, l'architecture, donc quand on lit un peu la loi, l'architecture pourrait être un peu celle qui est présentée sur ce slide. Donc, on a le ministère qui est en charge de l'eau, on a un système national intégré d'information sur l'eau et qui a des pendants au niveau de chaque bassin hydrographique, donc de chaque ABH. Et au niveau de chaque ABH, en fait, on met en réseau des partenaires sur le bassin qui sont producteurs ou utilisateurs de données. Et donc, ils pourraient échanger des données et tout ça est agrégé au niveau national. Et là, on parle du secteur de l'eau, mais comme je l'ai montré tout à l'heure, le secteur de l'eau a besoin aussi d'informations qui viennent d'autres secteurs. Donc, on peut imaginer que dans d'autres secteurs, l'environnement, l'agriculture, l'énergie, on peut avoir des réseaux et des systèmes qui sont un peu analogues et qu'on ait la possibilité de communiquer. Alors, au niveau bassin, on a regardé un peu plus spécifiquement ce que ça pouvait donner, un système d'information de bassin. Son premier objectif, c'est la planification. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ce cycle de planification, et ensuite le suivi de la mise en œuvre des actions qui sont préconisées. Et donc là, on a besoin, c'est là où on est sur le terrain, où on va collecter, archiver, traiter et valoriser ces données. Deuxième point pour cette planification, on a besoin d'interaction avec les acteurs locaux et de participation du public. Donc, on a une diffusion de l'information, c'est ce qu'on voit sur le petit schéma qui est en haut, on a une diffusion de l'information avec le public et avec les partenaires, donc plus institutionnels, on a de l'échange de données. Puisqu'on a besoin de savoir les rejets polluants, par exemple, des stations d'épuration ou les zones protégées sur le bassin hydrographique. Et en dernier, on a aussi, bien entendu, une coopération au niveau national, donc avec le ministère, sur la définition de la stratégie nationale sur l'eau. Le ministère qui, lui, doit diffuser les référentiels sur la mise en œuvre du système, donc comment on peut partager la structuration des données. Et ensuite, le SIE de bassin doit pouvoir faire remonter en fait, les données qui sont collectées au niveau national. Alors, quelles sont les données prioritaires? Alors, on a mené quelques échanges avec des partenaires pendant un certain nombre de missions, et on a essayé d'évaluer avec eux les données prioritaires qui sont gérées par ces acteurs-là, euh, avec un besoin qui soit l'état des lieux actuel, mais aussi comme on fait de la planification, on fait souvent de la planification à 10 ans, voire même un peu plus, on a besoin de projection de savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, sur tout ce qui est AEP, donc l'assainissement, l'eau potable, deux acteurs incontournables au Maroc, donc l'ONE et le ministère de l'Intérieur. Et donc, bon, là, vous voyez un peu les types d'informations qui sont nécessaires et qui sont collectées par ces acteurs-là. Ensuite, ministère de l'Agriculture et leurs représentants régionaux, les ORMVA, donc tout ce qui est secteur agricole, avec un volet qui tend à se développer sur la réutilisation. L'industrie, donc encore une fois, le volet industriel, c'est des éléments importants au niveau économique. C'est un élément qui fait de la pression sur les ressources en eau en termes de prélèvement, mais aussi de pollution. Et comme je le disais précédemment, tout ce qui est zone protégée, donc des zones naturelles protégées ou des protections de captage aussi pour l'eau potable. Ensuite, on a essayé de regarder, donc là, c'était en fait les types, l'information qu'on aimerait mutualiser. Donc, quand on regarde d'un côté planification, on est agence de bassin, une ABH, on a besoin des données que je viens de lister. Par contre, pour que tout le monde joue le jeu, il faut que ça soit gagnant-gagnant et donc il y a des besoins. Donc, quand on parle de mutualisation, il y a des besoins qui ont été aussi exprimés par les autres acteurs. Donc là, quelques exemples des besoins des autres acteurs, donc les régies, l'ONE et ministère de l'Agriculture, pour prendre que ces trois exemples-là. Donc, eux sont intéressés par des données qui sont collectées par les ABH, donc sur tout ce qui est précipitation, tout ce qui est prélèvement,
tout ce qui est lié aux inondations et les projets qui sont en cours ou prévus pour la lutte contre les inondations. Pour l'ONE, c'est tout ce qui est pollution industrielle, donc on est plutôt orienté au donc les risques de pollution. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, on a encore toute une série de données. Donc, vous voyez qu'il y a des besoins qui sont assez prégnants et assez importants sur le secteur agricole. Et je terminerai par, et je pense que ça fera une bonne transition avec la présentation d'Hicham parce qu'il pourra détailler un peu plus les bases de données existantes, avec une vision un peu générale d'une architecture de données sur le système d'information intégré sur l'eau au Maroc, toujours avec cette idée de planification. Donc, ce qu'on utilise beaucoup quand on travaille sur la planification, c'est une approche de état de la ressource, les pressions en termes de qualité de la ressource, donc en lien avec les pollutions, et les pressions sur les prélèvements. Hein. Donc, état, pression et ensuite les réponses qu'on peut avoir. Donc, je fais de la planification. Qu'est-ce que je fais pour améliorer mon état, hein, pour essayer de lutter contre ces pressions? Et donc, si on organise si on regarde en violet un peu, on a ces bases de données dont on va vous parler tout à l'heure. Donc, BADRE 21, une base de données sur les barrages, une base de données aussi SIG. Sur le niveau qualité, on a aussi au niveau du Maroc un SIG sur les sources de pollution qui est lié avec des bases de données qui sont un peu plus administratives en orange, en fait. Hein, c'est les redevances sur les pollutions. Sur le volet quantitatif, on a aussi une base de données sur les autorisations de prélèvement, hein, donc toujours au niveau administratif, qui a un impact qui est en lien avec le domaine public et hydraulique. Et en réponse, donc encore une fois, une base qui serait à développer, c'est quelle action on met en œuvre, hein, les programmes de mesure. Et donc tout ça pourrait être mis en place avec une base de données géographique générale qui permettrait d'intégrer toutes ces données, les données actuelles et aussi une évaluation un peu prospective et qui pourrait être, elle aussi, alimentée d'autre part avec de la donnée qui viendrait de satellitaire ou des enquêtes de terrain. Et en vert, on a un aspect qui est un peu lié à l'aspect référentiel, hein, donc un référentiel hydrologique et un deuxième référentiel qui existe aujourd'hui au niveau national et dans les ABH qui est lié au point d'eau. Donc, je pense que je vais laisser la parole maintenant. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. C'est ma dernière présentation. Hein. Vous aurez les slides de toute manière. Je vais arrêter ma présentation. Je pense que c'est une bonne transition pour passer la parole à Hicham, là, qui va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail sur ces différentes bases de données, sur l'approche de systèmes d'information intégrés au Maroc. D'accord, merci Eric. Merci tout le monde. Donc, merci pour l'invitation à participer dans ce webinaire. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, on le C'est voit bon? bien. C'est bon. C'est bon. Votre présentation, parfait. Donc, pour assurer la continuité de la présentation, la dernière présentation, donc, moi, je vais parler un petit peu en détail sur le système d'information sur l'eau au Maroc, dans toutes ses composantes historiques, techniques et les horizons ou bien l'état d'avancement de ce chantier qui est finalement, donc, il n'est pas consacré à la DGH ou bien au ministère de l'équipement et de l'eau, mais c'est un chantier qui est partagé avec tous les intervenants dans l'eau, qui est, comme vous le savez, c'est un secteur qui est transversal, qui touche la majorité des secteurs dans les différents pays, notamment le Maroc. Donc, peut-être on va commencer par un aperçu historique. Il faut dire que la DGH, la Direction générale de l'hydraulique, est parmi les administrations ou bien les départements qui ont introduit l'outil informatique ou bien l'informatisation de la donnée parmi les premiers au Maroc.
Donc, il a utilisé soit le matériel ou bien les outils, soit les modèles ou bien les outils qui aident à mieux gérer la quantité de données importantes qui existent dans ce secteur. Mais pour dire les choses en vrai, c'est à partir des années 90 que la base de données Badr 21, donc qui englobe toutes les données sur les ressources en eau, il est consolidé. Donc, il a démarré vers les années 90 et après, il y avait beaucoup de refontes et de révision de cette base de données et notamment, donc, cette année, il est lancé un nouveau marché pour faire une nouvelle refonte de cette base de données qui est, on peut dire que c'est la pièce maîtresse de la gestion des ressources en eau au niveau dans notre pays. Depuis les années 2000, donc, on a commencé à utiliser en force ces outils informatiques, notamment à travers les différentes agences de bassin. Donc, la création des agences de bassin pour renforcer la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, les agences ont mis du travail pour faciliter l'accès à la donnée, la consolidation des données, l'interprétation des données, l'optimisation de l'utilisation de la donnée. Donc, c'est parmi les institutions qui utilisent ces bases de données. Donc, depuis, il y avait plusieurs applications qu'on va voir après. Donc, chaque secteur métier, ou bien chaque division, ou bien chaque composant de la gestion intégrée des ressources en eau a essayé de développer des outils pour faciliter le travail de tous les jours. À vrai dire, à part tout ce qui est modélisation hydrologique, hydraulique, de la qualité des eaux souterraines. Donc, par exemple, un secteur de la qualité de l'eau, il a essayé de développer un outil ou bien une base de données ou bien une application de gestion des données relatives à la qualité, la quantité, la même chose, les inondations, l'envasement. Donc, ce sont des initiatives, entre parenthèses, personnelles ou bien qui émanent de la nécessité des choses, mais les choses doivent être ou bien doivent gérer autrement parce qu'il faut avoir un système global qui englobe tous ces outils, toutes ces initiatives pour optimiser d'abord les efforts et aussi avoir un résultat qui est satisfaisant et qui remplit les objectifs. Donc, avant de parler de ce système ou bien de ce futur système, parmi les applications qui existent au niveau de la DGH en général, donc, il y avait, comme on a déjà dit, le Badr 21. Donc, c'est un système qui englobe toutes les données relatives aux ressources en eau, les données de débit climatologique, la pluviométrie, l'hydrogéologie, les points d'eau, les barrages, la qualité. Donc, il englobe la majorité des données relatives aux ressources en eau. Il y a aussi le système BAC 21, donc c'est un système base de données annonce de crue. AC, c'est annonce de crue. Donc, l'objectif, c'est de gérer les données qui émanent tous les jours à travers les stations hydrologiques pour générer les situations journalières des ressources en eau. Et aussi pour la gestion de l'eau, donc il y a, comme vous savez, donc, la DGH ou précisément la DRPE, la direction de la recherche et la planification de l'eau, parmi ces missions, donc il informe ou bien donne l'information sur l'état des stocks au niveau des barrages. Donc, il y a une situation journalière qui est élaborée chaque jour sur les niveaux des stocks au niveau des différents barrages du royaume. Donc, on a essayé de moderniser la publication ou bien le partage de cette information à travers un outil informatique, une plateforme web qui s'appelle Moroccan, donc qui affiche l'état des réserves au niveau global et au niveau des bassins. Et il y a aussi une application Android pour un suivi plus à la mode, pour dire. Donc, pour faciliter l'accès à cette information qui est importante, surtout au niveau ou bien dans les situations des crises. Et pour dire, donc, ce système est le seul système qui est public. Donc, il y a l'accès de tout le monde à ce système, à part les autres. Les autres sont des bases de données à utilisation locale.
Il y a aussi un système de gestion de barrage, les débits, les données, les bilans de barrage. Donc, il y a un système interne qui gère tous ces données. Donc, pour vous dire qu'on a des bilans papier qui datent des années 70, des années 60. Donc, on a essayé de les consolider pour les mettre, pour alimenter une base de données pour une meilleure utilisation de ces données. Aussi, il y a un système de gestion des points noirs relatifs aux inondations. Donc, il y avait une étude qui a ressorti un inventaire des points noirs. Donc, on a essayé de mettre ces données dans une base de données pour faciliter l'accès et l'utilisation. Donc, pour la qualité, il y a deux systèmes. Il y a un système de gestion de la qualité de l'eau et il y a un système de gestion des sources de pollution. Donc, il consolide toutes les données qui émanent des agences de bassin pour avoir un suivi de l'état, de la qualité des ressources en eau. Donc, en parallèle, donc, il y a d'autres outils utilisés par les différentes entités au niveau de la DGH. Il y a un système de gestion du domaine public hydraulique, un système pour la maintenance du barrage, la gestion électronique des documents, donc la GED. Il y a d'autres outils de support sur tout ce qui est comptabilité générale, tout ce qui est ressources humaines, redevances. Donc, il y a plusieurs systèmes. Donc, comme j'ai déjà dit, que la DGH, donc, et même actuellement, donc, il est considéré comme parmi les départements qui utilisent beaucoup la technologie, les avancées technologiques pour gérer ou bien dans l'utilisation quotidienne de son travail. Donc, on a dit que ça, ce sont des applications éparpillées, pour ne pas dire d'autres choses. Donc, éparpillées, chacun à partir de son besoin personnel, je disais personnel service ou bien division, donc ce n'est pas personnel. Donc, il essaye de chercher une méthodologie ou bien une méthode pour faciliter l'utilisation de la donnée. Moi, j'utilise, c'est facile, donc moi, j'utilise le stylo et le papier pour calculer la somme, donc je vais essayer d'utiliser la calculatrice. Donc, c'est une métaphore à la limite qui est vraie. Moi, je faisais une tâche quotidienne de la même manière et je perds beaucoup de temps pour l'utiliser. Moi, je vais essayer d'avoir des outils informatiques qui m'aident à réaliser la même tâche dans une durée courte qui me permettent de mieux interpréter, de mieux la développer, de mieux la moderniser, l'utiliser d'une manière optimisée. Donc, c'est ça. Mais la réalité des choses doit être qu'il y a un système national qui englobe toutes les données relatives aux ressources en eau, et chaque entité doit alimenter ce système par les données nécessaires. Et ce système, il a comme objectif de rendre service, ce n'est pas seulement aux professionnels ou bien aux fonctionnaires de l'État ou bien d'autres, mais au grand public. Donc, chacun, s'il veut avoir une information relative au domaine de l'eau, il doit la trouver dans ce système national de l'eau. Donc, cette réflexion, cette manière de voir les choses a été initiée depuis les années 2012, où la DGH a lancé une étude pour la conception d'un système national d'information sur l'eau. Donc, il y avait une étude de conception. En 2017, il y avait un développement de la plateforme informatique de ce système avec les différents partenaires. Comme j'ai déjà dit, que le secteur de l'eau, c'est un secteur qui est parallèle. Donc, il y avait beaucoup de partenaires, notamment la météorologie nationale, les agences de bassin, le ministère de l'Agriculture, l'ONI, l'Office national de l'électricité et l'eau potable, le ministère de l'Intérieur, de la santé, le département de l'environnement, l'Agence nationale des eaux et forêts, le Haut Commissariat au plan. Donc, c'est un travail qui est concerté, qui est coordonné avec les différents partenaires. Donc, actuellement, ce système, il est en phase de test. On a démarré par l'installer au niveau local et
il est installé il est choisi deux partenaires pilotes, une ABH qui est l'ABH de l'Omarbe et le ministère de l'Agriculture. Pour la partie ABH, Omarbe, elle est déjà installée et en phase de test. Pour le ministère de l'Agriculture, le système il est en cours d'installation au niveau du département de l'agriculture. Donc, après les phases de test, donc, le système doit être prêt à être fonctionnel. Donc, on voit rapidement donc, l'interface de ce système. Donc, il y a les partenaires, il y a les différentes composantes de ce système. Mais la chose la plus importante, c'est que cette vision de l'architecture de ce système, elle émane de l'expérience des gens qui ont initié cette initiative. Mais il y avait un point, ou bien une date, ou bien une étape qui a changé comment on doit voir les choses, c'est la loi. Donc, la loi sur l'eau 3615, dans sa version révisée 3615, donc, il a la première fois qu'on mentionne qu'il faut avoir un système d'information sur l'eau. Donc, pour vous dire que donc c'est la loi sur l'eau. Donc, il y a dans l'article, pour vous lire l'article précisément, donc l'article 129 et l'article 130, donc il oblige l'ABH, l'agence de bassin, à élaborer son propre système d'information sur l'eau. Donc, ce système, il va permettre le suivi régulier de l'eau, des milieux aquatiques sur le plan quantité et qualité, les usages, les écosystèmes et les fonctionnements de ces écosystèmes et les risques liés à l'eau et leurs évolutions. Donc, ça, c'est une obligation de la loi. Et après, cela en partenariat avec les différents partenaires, et après, au niveau national, on doit avoir un système qui consolide tous les systèmes développés au niveau des ABH. Donc ça, c'est l'obligation de la loi sur l'eau. Donc, et cela pour avoir une bonne gouvernance locale des ressources en eau, parce que l'ABC de la gestion, c'est le partage. On partage l'information pour avoir une bonne gouvernance de la gestion en général et précisément du secteur de l'eau. C'est pour cela que la loi sur l'eau et le plan national de l'eau, ils ont mis comme objectif que en 2025, on doit avoir ce système national, y compris les systèmes régionaux des ABH. Donc, ce système permettra aux différents intervenants d'abord de saisir l'état actuel des ressources en eau, de suivre leurs évolutions et d'orienter les décisions et les comportements des acteurs. Parce que la problématique qui se pose dans le secteur de l'eau au Maroc, parmi les problématiques, il y en a beaucoup, mais c'est que tout le monde sait que l'eau est indispensable pour toute activité. Mais personne ne trouve l'information relative à cette denrée qui est importante. D'abord, est-ce qu'il y a cette information? La deuxième des choses, c'est où on peut trouver cette information. La troisième question, cette information, elle est payante ou elle est publique? Donc, même, c'est juste ces informations. Moi, en rencontrant tous les jours des demandeurs d'informations qui ne savent pas que peut-être l'information sur les bilans de barrage se trouve chez le service gestion de l'eau dans le niveau de la DRPE. Ça, c'est des choses qui apparaissent banales, mais c'est la souffrance des demandeurs, des chercheurs d'informations au niveau de notre pays. Donc, l'objectif de ce système, c'est de savoir l'existence ou bien l'existence de l'information, après la nature ou bien la limite de l'utilisation de l'information, et après, est-ce qu'elle est payante ou est-ce qu'elle est c'est-à-dire publique. Donc, ce système sera alimenté à partir des données qui émanent des APH, et après ce système, il doit être partagé ou bien consolidé au niveau national pour avoir cette vision globale des choses. Ce système d'information doit être
mises à jour régulièrement par les APH. Donc, c'est parmi les clés de la réussite d'un système d'information. Si on considère que la première étape, c'est l'élaboration, c'est le montage, c'est de faire naître ce système d'information, il faut savoir que c'est le point de départ. On n'a pas fini. Donc, on a juste commencé. Parce qu'un système qui n'est pas actualisable ou bien pas actualisé, il est mort. Donc, il n'est pas à jour. Donc, la responsabilité de tous les partenaires, y compris les ABH qui veillent à l'administration de ce système, c'est d'alimenter le système, de faire vivre ce système, d'assurer la vie de ce système. Donc, c'est parmi les responsabilités, moi je pense que c'est parmi les responsabilités qui sont très, très importantes. Donc, ils veillent sur l'actualisation. Et qui dit l'actualisation dit qu'il faut avoir les outils physiques derrière. Parce que si je dois actualiser le débit dans une station, cela dit qu'on a déjà la station et on a suffisamment d'outils ou bien de transmission, de mesures, de transmission de données en temps réel. Donc, il y a derrière un chantier très important à ouvrir parce que le système d'information, c'est l'image finale qui cache derrière une forêt d'efforts, de temps à fournir, d'équipements à mettre en place pour finalement avoir ce système qui est facile à manipuler à travers un portable ou bien un écran de PC. Mais moi, je vois par exemple, si je vous donne un exemple qui est concret. Moi, j'ai présenté le système Mortam, donc qui présente les taux de remplissage journalier des barrages. Moi, je rentre le matin, l'application Mortam, donc j'ai essayé de savoir ce taux de remplissage journalier. Mais derrière, il y a minimum 200 personnes qui ont mobilisé pour que j'ai cette information chaque jour au niveau de mon portable. Ce taux national, donc, au moins 200 personnes qui ont, depuis 7 heures du matin, essayé de collecter les données, de les transmettre, de les analyser, de les classer pour avoir cette information à 9 heures du matin qui est actualisée chaque jour. Donc, ce travail, il est fait chaque jour, samedi, dimanche, vacances. Donc, c'est un travail qui est pénible. Mais finalement, j'ai une valorisation de l'information, une optimisation des efforts. Et les gens, lorsqu'ils voient que le résultat final de leur effort est une application ou bien un système d'information qui est utile, c'est un genre de réconciliation des efforts de ces personnes. Donc, le système d'information, c'est quelque chose qui est bien, mais derrière, il y a des efforts à faire, des efforts à fournir, un travail à faire. Cela, il dit, c'est une conception qui, je pense, qui est partagée entre les différents partenaires. Mais la première étape des choses, c'est toujours le réglementaire. Donc, on a commencé par la loi. Après, il faut avoir un décret qui organise tout ce que je viens de dire. Qui fait quoi, ou bien qui doit faire quoi, et quand, et comment, et qui sont les gens qui sont responsables de cette donnée ou bien de l'autre donnée. Les protocoles d'échange, les conventions de partage des données, quelles sont les limites, moi en tant que DGH, vous en tant que DGM, c'est la météo. Quelles sont les données que je dois fournir, quelle est la cadence, quelle est la fréquence d'actualisation des données, à quel temps je dois mettre à jour cette donnée. Donc, toutes ces questions et d'autres questions doivent être l'objet, ou bien les réponses à ces questions doivent être l'objet d'un texte d'application qu'on est en cours de développement pour que les choses soient claires au niveau de notre conception globale. Donc ça, c'est où on est actuellement. On a un système qui est élaboré, mais il faut être adapté à tout ce qui est réglementaire, à tout ce qui est prédit, ce qui est dit par la loi. Donc, pour un petit peu conclure la chose, c'est que
secteur de l'eau est un secteur producteur de données. Ça, c'est un avantage, un très grand avantage, parce que il y a des secteurs, ils veulent avoir des systèmes, mais ils ne savent pas quoi faire dedans. Quelles sont les données qui sont actualisées? Moi, je disais toujours que euh, je pense, moi, peut-être, que cette donnée journalière de remplissage de barrages est parmi les seules informations au niveau de notre pays qui est actualisée chaque jour, à part la bourse. Moi, j'ai ce sentiment, c'est que cette information, c'est la seule information qui est actualisée tous les jours. Donc, on a le terrain, il est préparé pour bien jouer, pour marquer des buts, et pour avoir les championnats à la fin. Donc, il y avait des applications au niveau de notre administration. Il faut profiter de cette expérience et on a un système d'information qui est en cours. Je pense que d'ici 2025, qui est la date ou bien l'objectif posé par le PNE, on va avoir ce système d'information qui va rendre utile à rendre encore utile à l'image de la gestion des ressources au Maroc, qui est déjà une image ou bien qui a déjà une renommée mondiale. Et merci. Merci beaucoup Aïssam et merci Eric pour ces deux présentations en effet très utiles, très pertinentes et je suis certain que les participants ont beaucoup apprécié la clarté des présentations, mais également le contenu qui était très riche. Alors, on a quelques questions. J'ai pu recueillir quelques questions dans le chat, mais n'hésitez pas à les envoyer au fur et à mesure qu'on répond à ces premières questions. Donc, si vous le permettez, on va commencer directement par une question pour toi, Eric. Je pense que c'est plus adressé par rapport à ta présentation. Donc, la question, elle est très simple. Est-ce que les bases de données nécessaires pour la mise en place des systèmes d'information sur l'eau sont publiques ou privées et comment y accéder? Alors, en règle générale, donc ce qu'on a montré dans ces aspects d'architecture et ce qui a été souligné par Essam aussi ensuite, c'est que ce sont des bases de données qui répondent à des problématiques métiers, hein, et qui sont souvent en lien avec de la réglementation, enfin, donc qui ont été mises en œuvre à l'intérieur du secteur de l'eau. Quand je parle secteur de l'eau, c'est ministère, Direction générale de l'hydraulique et des ABH. Et que les échanges se font uniquement dans ce monde-là pour de la planification ou du rapportage, de la définition de plans d'action ou autre. Ensuite, et Sam l'a aussi montré, aujourd'hui, il existe une base, hein, qui est accessible au public, c'est sur les barrages, hein, les remplissages des barrages, et encore une fois, de l'information qui est disponible en temps réel. Par contre, à ma connaissance, l'accès à l'information est toujours possible, c'est-à-dire si au niveau du ministère et au niveau des ABH, ils reçoivent fréquemment des demandes pour des jeux de données. Et donc, ils analysent ces demandes-là et ensuite, ils répondent. Donc, ça peut être des données qui sont nécessaires pour faire des études, hein, des études d'aménagement, donc un bureau d'études qui a besoin d'informations historiques. Donc, à ce moment-là, il y a une fourniture de données spécifiques ou des étudiants qui font des recherches universitaires. Hein. Donc, ces deux cas-là existent et on accède bien à l'information. Euh, mais pas directement en ligne. Voilà, hein, les bases de données ne sont pas connectées en ligne. Alors, dans le futur, certainement, hein, puisque c'est l'objectif, mais bon, il faut du temps pour que les systèmes se mettent en place et eux aussi pour que culturellement, on comprenne le besoin et qu'on fasse évoluer ces systèmes. Oui, donc par anticipation, merci Eric pour ta réponse et je pense que ça a aussi fait le lien avec voire trois autres questions qui suivent, notamment sur la contribution. Est-ce que
les universitaires, les chercheurs, les personnes travaillant dans le domaine de l'eau, surtout dans le secteur de la recherche et le domaine scientifique, est-ce qu'ils peuvent contribuer justement, mais je pense que tu as répondu à la fin, est-ce qu'ils peuvent contribuer à partir de leurs connaissances, à partir de leurs données au système d'information de l'eau et aussi, je pense que ça marche aussi dans l'autre sens, parce qu'ils peuvent bénéficier des informations et des données bancarisées dans les systèmes d'information sur l'eau. Donc, je pense avoir résumé les trois questions qui étaient posées par M. Mohamed Laoui, M. Oussama Beloulid et moi-même. Si vous permettez. Oui. Donc, Allez-y, allez-y, donc, d'abord, en plus de ce qui a été déjà expliqué par M. Eric, il y avait une autre problématique, je pense, qui limite la publication de toutes les bases de données. Il y avait des problématiques techniques. Parce que généralement, dans le domaine de l'informatique et le partage d'informations, d'abord, il faut avoir une sécurité totale vis-à-vis des bases de données qui sont en ligne, parce que ce sont des informations très sensibles. Et auparavant, il n'y avait pas cette force de tout ce qui est sécurité au niveau des systèmes et le partage des informations. Et d'ailleurs, les systèmes qui ont déjà été élaborés dans les années 2000 et avant et après sont choisis cette voie de domicilialisation interne des bases de données. Actuellement, il y avait tout ce qui est web. Donc, on va essayer, moi je parle de la DRPE, de webinaliser toutes les applications, donc les rendre web. Et à travers des comptes, vous allez limiter l'accès à différents systèmes, à différentes données, parce qu'il y a des données qui ne sont pas publiques. Il y a d'autres qui sont publiques. Il y a un niveau d'interprétation qui est public, un autre qui est non. Moi, je vais mettre tout le système dans le web, mais à travers des filtres de sécurité, je vais limiter l'accès à certaines informations. Moi, je pense que c'est essentiellement un problème technique de diffusion des données et de bases de données en ligne parce que les pare-feux et les outils de contrôle de la diffusion de données étaient, je pense, c'est pas comme aujourd'hui où on a une force au niveau de sécurité des systèmes. Donc, moi, j'avais aussi une question subsidiaire à ça. Après, peut-être on va passer à l'autre sujet. C'est par rapport à le fait d'utiliser, par exemple, des données publiques au Maroc. Est-ce qu'il y a, selon la loi, est-ce qu'il n'y a pas une obligation de diffusion ou de partage des données qui sont collectées ou issues de fonds publics? Non, pour la réglementation marocaine, donc, il y a d'abord une réglementation au niveau du partage de données, mais il faut que ce partage doit être effectué à partir du territoire marocain. Oui. C'est la première des choses. C'est qu'il ne faut pas mettre les données ou bien les bases de données dans des serveurs qui existent ailleurs. Donc ça, c'est parmi les obligations de la loi. Après le partage de données, donc je pense que l'administration, ou bien à travers s'il y a des textes d'application, ou bien des réglementations qui empêchent certaines diffusions des données, mais toujours on est en contact avec les gens qui ont en charge de la réglementation de la diffusion de données pour toujours avoir ce retour vis-à-vis de nos applications. Donc, il y a des audits qui se faisant au niveau de notre administration pour toujours vérifier le niveau de respect des engagements en vigueur. Ouais, si je peux ajouter un point là-dessus, donc le droit à l'information environnementale, il y a une convention, la convention d'Aarhus, qui le spécifie. Alors, je ne sais plus si c'est essentiellement européen, mais il y a un certain nombre d'autres pays qui l'ont signé, qui l'ont validé. Alors, je ne sais pas si le Maroc l'a fait ou pas, mais souvent, enfin, en tout cas, l'interprétation qui est faite par les administrations, c'est qu'il y a un engagement à fournir l'information. Ce n'est pas que toute l'information soit publique, c'est à fournir l'information. Et se pose toujours la question
pour revenir à ce que disait Essam, sur la technologie, le problème aussi du coût de la mise à disposition de l'information, il y a un problème de sécurité. Et tout à l'heure, il disait il faut 200 personnes pour pouvoir avoir l'information tous les jours sur les remplissages, sur l'information sur les barrages. Euh, Aujourd'hui, dans des pays comme la France, en fait, on arrive à avoir cette information en temps réel à disposition du public parce qu'on a automatisé. Et ça a un coût important. On a automatisé, on a sécurisé aussi ces stations. Donc, et il y a de la surveillance, il y a des personnes quand même qui vont les contrôler. Et, et, et entre le moment où on les a mis automatiques et le moment où elles sont devenues publiques, il y a eu aussi un long laps de temps. Parce que les administrations, et maintenant on accède à cette information-là, mais avec de l'information en disant c'est brut. Hein, on n'a pas d'engagement sur la qualité de ces données-là. Hein, c'est de la donnée brute. Peut-être que la station ne fonctionnait pas bien ce jour-là, on ne sait pas. Hein, on a accès à l'information, elle est disponible pour tout le monde, mais voilà, il faut faire attention de la manière dont elle pourrait être interprétée. Très Juste bien. en Oui. complément à ce qu'il a dit, pour ne pas. Oui, mais allez-y, parce qu'en fait, la question, elle a été posée aussi Ça rentre dans directement, donc parce que n'hésitez pas. finalement, pour moi, c'est l'essentiel dans ce jargon, bien dans ce secteur de l'information en général, c'est de mettre le premier pas. Mm. Parce que si je mettais le premier pas, je vais développer en exerçant. Moi, je donne rapidement un exemple. Les premières versions des PC, des ordinateurs, sont des sous-DOS. Mais on n'a pas dit qu'il faut attendre après pour avoir Windows 11 pour le mettre, pour le disperser, pour essayer de savoir les retours des gens. Non, on était sous DOS. Et il ne faut pas attendre après pour avoir le souris ou bien le clavier ou bien l'écran ou bien d'autres. Non, on a mis le DOS. Après, on a senti le besoin d'avoir quelque chose qui est plus dynamique. Donc, on a essayé d'avoir le souris. La souris, après des claviers, après des claviers sans fil, après c'est en exerçant qu'en développant ce système d'information. Oui. Pour moi, c'est la même chose, la même logique. Oui, merci beaucoup. Et je pense que là, on a perdu les moins de 20 ans. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Aïssa, mais je pense que ça fait le lien avec ma question, si vous le permettez. Quels sont les principaux facteurs limitants à la mise en place des SIE, des systèmes d'information sur l'eau, selon votre expérience au Maroc, mais aussi, Eric, peut-être selon ton expérience ailleurs en Méditerranée? Je pense que c'est tellement facile qui est difficile. D'abord, les gens doivent trouver l'intérêt. Oui. C'est simple. Les gens, ils ont une réticence vis-à-vis des changements en général. Ce n'est pas seulement le changement de la manière de faire les choses. Un personnel ou bien des personnes qui utilisent la même chose de la même manière, donc ils ont de la réticence pour changer la manière, même s'il a du bénéfice. Nous, au niveau de la DRP, on essaie d'abord, si on a une idée pour développer un système d'information, on essaie d'avoir, pour ne pas partir chez les gens et de dire on va faire. Non, on va partir avec un modèle ou bien un prototype de choses, et je vais dire aux personnes concernées, vous allez trouver le bénéfice dans ce système. Et après, moi, je vais tirer le bénéfice de l'utilisation de ce système par les partenaires. C'est win-win, c'est donnant-donnant. Donc, il faut avoir l'intérêt de développer. Si, par exemple, moi, je parle dans l'absolu, c'est moi, mon intérêt, c'est de développer le système, c'est de développer la manière que l'administration marocaine fait les choses, c'est donner plus de temps à l'interprétation, à tout ce qui est pensé. C'est pas justement l'objectif de notre travail, c'est pas juste de collecter les données et de les stocker et de faire des graphes. Ça, c'est pas l'objectif c'est pas notre fonction. Il faut avoir cet esprit d'analyse, de développement,
je sais pas, d'utiliser ces données comme entrée pour tourner cette matière grise et avoir des résultats pour faire les choses d'une autre manière. Si c'est ça mon intérêt, il faut avoir un intérêt physique vis-à-vis des autres partenaires pour que j'intègre dans mon Ouais. projet. Donc, pour vous, si je résume, le principal facteur qui favorisant, mais qui peut être limitant, c'est vraiment l'intérêt du pays, l'intérêt des institutions, l'intérêt des partenaires, qui soient publics, mais aussi issus de la société civile, voire même privée, de développer un tel outil. Oui. Et donc, ça fait le lien avec une des questions qui était posée justement, que je viens de recevoir, sur est-ce que vous avez fait, par exemple, une analyse entre l'offre et la demande dans ce sens-là? C'est-à-dire l'information sur les ressources accessibles, est-ce qu'elle est accompagnée d'informations sur la demande réelle en eau par les différents secteurs concernés, agriculture, industrie, approvisionnement des villes, etc. Est-ce que, par exemple, si je résume, est-ce que les zones qui sont très humides avec une ressource en eau abondante, est-ce qu'il y a plus intérêt dans ces secteurs-là, par exemple dans le nord du Maroc, à développer un tel système que dans les zones arides où l'accès à l'eau est un peu plus problématique? Moi, je pense Je que ne sais pas, je pense que j'ai essayé de résumer la question. dans les zones arides et dans les situations de déficit, où on sent-il la Les plus nécessité de d'avoir des besoins. systèmes d'information. Et c'est le cas actuellement. Moi, je parle des systèmes d'information, mais je gère aussi la situation critique actuellement au niveau de notre pays. C'est là où on est toujours censé avoir l'information en temps réel, des petits débits. Oui. Parce que lors des moments de déficit, il faut compter par les litres, pas par les millions de mètres cubes. Et cela rend les choses plus difficiles, ce qui nous force à avoir des moyens de mesure, des moyens de suivi de nos ressources. Et moi, je pense que c'est dans ces circonstances très, très, très déficitaires qu'on a développé les systèmes d'information et qu'on a lancé les études pour un suivi régulier. On a actuellement une étude qui vient d'être lancée pour une gestion intégrée des ressources en eau à travers l'intelligence artificielle, à travers d'autres choses. Donc, c'est pourquoi, si on a l'abondance, on essaie de chercher d'autres choses à faire. Mais c'est dans les circonstances difficiles qu'il faut avoir de l'imagination pour Mutualiser les connaissances, oui. Oui, oui. Oui, donc une dernière question sur le système d'information sur l'eau. Après, on passe à un autre thème. Donc là, cette question sur les SIE, je pense qu'elle est assez claire, assez rapide et simple, pardon. Donc, quelles sont les agences, les ABH, ayant déjà élaboré un SIE au Maroc de manière plus ou moins avancée, ou avez-vous un état des lieux par agence sur la mise en place des SIE, l'état d'avancement, par exemple en termes de pourcentage ou Donc, pour les ABH, donc, c'est la même chose qu'au niveau central. Donc, il y a des outils ou bien des applications pour gérer les métiers. Vous trouvez un système d'information pour la gestion des DPH, pour la gestion des ressources. Le Badr 21, il est installé au niveau des ABH. Et la plupart de ces applications que j'ai présentées, il y a des versions installées au niveau des ABH. La qualité, la gestion de barrage, Badr 21, donc c'est la même chose. Donc, le travail, c'est d'avoir ce chantier de consolidation, de se mettre en phase avec la réglementation pour avoir ce système propre à chaque ABH pour répondre à la question, le système d'information de l'ABH X, voilà le lien, oui. pour ne pas avoir des dispersions au niveau des applications. Et est-ce que ces liens seront publics, justement? Est-ce qu'on pourra y accéder Oui. par agence de bassin ou bien à l'échelle nationale avec un Oui. SME, Moi, un lien vers le système national de l'eau? Moi, comment je vois les choses, c'est que chaque ABH, il doit avoir un lien pour avoir le système d'information et la consolidation au niveau national ou bien au niveau du site
web de le ministère ou bien de l'ABH, vous trouvez un lien de renvoi vers les systèmes nationaux. Donc, l'objectif, c'est d'avoir ce système qui est public. Moi, la conception des choses, c'est que d'abord, par exemple, je donne un exemple rapide. La pluviométrie au niveau de la station telle. Lorsque je rentre dans le système, il faut avoir cette information. Elle est téléchargeable, elle est free, elle est payante. Ça, c'est une autre question. Mais il faut avoir cette information et savoir qui est le générateur de cette information. Et moi, en tant que universitaire ou bien en tant que personne du grand public, lorsque je veux cette information, soit je veux la télécharger ou bien l'acheter ou bien contacter directement euh, la personne qui va générer cette information. Très bien, merci. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des systèmes d'information sur l'eau. On va passer à un autre thème, sur une dernière question, pardon, sur un tout autre thème. C'est l'évaluation, pardon, des services écosystémiques rendus, je suppose ici, on parle plus des écosystèmes liés à l'eau, les écosystèmes d'eau douce notamment. Donc, enfin, je résume un peu l'esprit de la question. Donc, il y a, je présume, un déficit en connaissances qui permet d'évaluer ou de quantifier ces services écosystémiques rendus par certains habitats naturels, notamment les habitats liés à l'eau. Donc, la question implicitement, elle suggère que le système d'information sur l'eau, est-ce qu'il pourrait aider à améliorer l'état de la connaissance, de l'information, afin de répondre à ces besoins, notamment pour développer des indicateurs quantifiés sur les services écosystémiques rendus par les écosystèmes naturels, en particulier les écosystèmes d'eau douce et liés à l'eau. Allez-y. Merci. Bon, Oui, je pense que c'est pour toi, Eric. à ma connaissance, aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, par contre, le système d'information futur et même, je pense, l'exploitation des éléments qu'on trouve dans les bases de données existantes, en croisant des données avec d'autres données, notamment par exemple sur les zones humides, peut permettre d'avoir cette approche de service écosystémique, de développer un certain nombre d'indicateurs. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Euh, mais c'est possible. Alors, reste à voir au niveau réglementaire. Je pense que les ABH ou le ministère seront pas enclins à le faire parce que ça n'apparaît pas dans la législation, dans la réglementation. Et donc, alors peut-être qu'au niveau du ministère de l'Environnement ou du Haut Commissariat aux eaux et forêts, ils ont cet aspect-là dans leurs prérogatives, dans leurs responsabilités, et auquel cas ce développement aura lieu. Sinon, bon, ça peut être fait à l'extérieur. Donc, grâce aux données qui seront mises en place par le système d'information sur l'eau, on pourra exploiter et croiser, parce qu'il n'y aura pas toutes les données pour faire les évaluations écosystémiques, croiser ces données avec d'autres. Oui, très bien. Et je pense que c'est une très belle transition pour conclure justement sur cet aspect, pour conclure le webinaire d'aujourd'hui. Comme vous le savez, comme je l'ai présenté au tout début, cette série de webinaires se fait dans le cadre de la mise en place du Fonds de l'eau pour le Cebu. Et ce Fonds de l'eau, en fait, il se base comme principe, enfin, il a comme principe de base, pardon, le principe de paiement pour les services écosystémiques. Donc, on essaie justement de créer un fonds avec les différents partenaires qui le pilotent au Maroc, un système financier, un mécanisme pardon, financier de financement durable pour la conservation, pour la restauration des écosystèmes naturels, qui a pour principe justement le paiement pour les services écosystémiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on essaye aussi de développer des indicateurs dans le bassin du Ségou sur les services écosystémiques, et notamment des indicateurs qui feront appel à des données, de la connaissance sur l'eau, que ce soit en termes de l'eau disponible, la quantité d'eau disponible, mais aussi les prélèvements et les usages par secteur.
Donc, ça permet justement de faire la transition avec ça et de conclure avec cet aspect-là. Donc, je vous remercie infiniment, Eric et Aïssam, pour ces excellentes présentations. Merci aux participants d'avoir assisté et aussi pour ceux qui ont posé des questions très pertinentes. Merci à vous. Moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous le 19 mai. Je vous dis l'heure à 16 heures, heure française, donc à 15 heures, j'imagine, heure au Maroc. Pour le troisième et dernier webinaire, on vous enverra bien sûr la fiche descriptive avec le titre et les intervenants très bientôt. Donc, merci à vous, merci Eric, merci Merci. Aïssam et merci à tous. Merci. Merci. Et Merci bien tout le sûr, monde. le contenu sera disponible aussi, donc l'enregistrement des présentations plus la présentation elle-même seront partagés en ligne très vite. Parfait. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.